Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous poursuivons nos généralités sur la vie sociale. Je vous rappelle simplement le plan de la dernière fois. Nous avions vu la nature de la société. Nous avions expliqué comment la société était une œuvre d'intelligence, de volonté et de vertu, et qu'elle était une réalité essentiellement humaine et une réalité morale. Donc, nature de la société. Maintenant, nous allons voir la nature sociale de l'homme. Tout d'abord, la raison d'être de la société. On a montré donc comment la vie sociale comporte la subordination des intérêts particuliers au bien commun. Nous avons vu que cette subordination ne se réalise qu'en étant volontaire et libre. Mais pourquoi, au lieu de poursuivre chacun son intérêt particulier, pourquoi les hommes acceptent-ils une telle subordination? Donc, après le problème, après la question de la nature de la société, question que nous avons essayé de résoudre la dernière fois, il faut voir maintenant la raison d'être de cette société. C'est-à-dire qu'après avoir répondu à la question « Qu'est-ce que la société ?», il faut répondre maintenant à une autre question « Pourquoi la société ?» Et le problème se pose d'autant que les constatations qui suivent sont évidentes pour tous. En effet, on ne trouve jamais et nulle part les hommes vivant à l'état d'individus isolés. On les trouve toujours et partout vivant en société. L'histoire, la géographie nous montrent que c'est la nature humaine elle-même qui entraîne et qui comporte la vie sociale. C'est-à-dire que l'homme est naturellement social. L'animal intelligent et libre qu'est l'homme est un animal social. Donc la vie sociale est naturelle à l'homme. Et c'est pourquoi ce que nous vivons depuis presque 2 ans n'est pas naturel. C'est-à-dire la suppression de la vie sociale. Donc pourquoi en est-il ainsi? Qu'y a-t-il dans la nature humaine qui conduit l'homme à la vie sociale? Alors il suffit de regarder l'homme isolé, seul, dans une île déserte, très inférieur aux autres espèces animales sur le plan des moyens physiques, des instincts. Il est probable que dans la plupart des cas, il périra. Parce qu'il sera incapable de trouver sa nourriture, de se protéger contre les intempéries, contre les animaux dangereux. Et s'il ne périt pas, il sera totalement absorbé par le souci de tous les instants. Trouver sa nourriture, se protéger de tous les dangers pour conserver sa vie physique et animale. Et s'il y réussit, il n'y réussira que de la manière la plus rudimentaire. Ça, c'est le cas de celui qui vit
dans une île déserte complètement isolée. De plus, tout ce qui constitue la perfection et le plein développement de la vie humaine chez l'homme civilisé, eh bien, lui sera absolument inaccessible. Alors, une telle hypothèse nous conduit donc à prendre conscience que tous les biens spécifiquement humains, c'est-à-dire qui concourent à assurer le plus complet développement de l'homme et la perfection de la vie spécifiquement humaine, tous ces biens spécifiquement humains sont des biens communs, inaccessibles à l'individu isolé, parce que les hommes ne peuvent les obtenir qu'ensemble, solidairement les uns des autres, par leur œuvre commune dans la vie sociale. Encore une fois, on s'en rend mieux compte par un rapide inventaire de ces biens spécifiquement humains. Sur le plan des ressources matérielles, encore une fois, nourriture, protection, l'individu isolé reste inévitablement au niveau le plus rudimentaire, au-dessous même des peuples les plus primitifs qui ont déjà une certaine collaboration. Donc l'ensemble des ressources matérielles nécessaires au développement de la vie humaine, dans la sécurité, dans le progrès, ne s'obtiennent que par les travaux conjugués de l'élevage, de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, fondés sur la division du travail et sur la spécialisation des métiers, c'est-à-dire sur la collaboration des hommes dans la vie sociale. Mais attention, la vie spécifiquement humaine, selon la nature humaine, ne se limite évidemment pas à l'obtention des ressources matérielles. De ces ressources matérielles qui sont nécessaires à la vie de l'homme en tant qu'animal. À la vie animale. Elle réclame cette vie spécifiquement humaine, elle réclame un développement intellectuel et moral. Le progrès matériel n'étant d'ailleurs réalisé par l'homme, si démuni en moyens physiques, qu'à la mesure du développement de son intelligence. Or, la vie intellectuelle de l'homme, elle ne peut se développer que s'il a pour cela une disponibilité de temps et d'esprit qui suppose les nécessités matérielles de la vie animale et qui soit assurée avec suffisamment de régularité, de sécurité, pour qu'il ne soit pas absorbé par leurs soucis, ce qui ne peut avoir lieu que dans et par la vie sociale. Donc ce développement de la vie intellectuelle ne peut avoir lieu que dans et par la vie sociale. Alors, de plus, l'intelligence n'a pas de connaissances innées, et elle acquiert ses connaissances si lentement, si difficilement, si laborieusement, si progressivement, que ce qu'un individu laissé à lui seul depuis sa naissance pourrait réussir à acquérir pendant la durée de sa vie serait si peu de choses, demeurerait tellement rudimentaire, tellement au-dessous même des peuples les plus primitifs, que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Donc l'ensemble des connaissances qui constituent la perfection de la vie humaine ont été lentement et laborieusement acquises au cours des siècles et même des millénaires par l'homme, par l'œuvre collective successive et progressive des générations humaines. Et l'enfant qui vient au monde aujourd'hui, il serait incapable de retrouver seul ce qu'il a fallu tant de siècles et tant de génie pour découvrir. Et il faut que cela lui soit transmis par l'éducation et l'enseignement.
Donc, l'ensemble de nos connaissances est un patrimoine commun de l'humanité que les hommes ont acquis et qu'ils ont développé solidairement, les uns des autres, ensemble, au cours de cette longue succession des siècles et même des millénaires. C'est-à-dire donc un bien commun que les hommes acquièrent, conservent, développent dans et par la vie sociale. Et ils s'y transmettent par l'éducation et l'enseignement. Alors, ce qu'on vient de dire de toutes nos connaissances concerne aussi les connaissances morales, sans lesquelles il ne peut y avoir de vie morale, de sorte que l'individu laissé à lui seul depuis sa naissance suivrait ses instincts comme un animal, mais n'accéderait jamais à une vie morale. Vous voyez tout de suite que l'allusion à Rousseau ici est évidente. Alors, cet enfant laissé à lui-même depuis sa naissance deviendrait peut-être un adulte de corps et d'âge, mais ne parviendrait jamais psychologiquement à l'âge de raison. Si nous prenons les vérités religieuses, que nous ne connaissons que par la révélation, eh bien, cette révélation n'est pas donnée à chaque individu par une espèce d'illumination intérieure. Elle a été déposée dans l'histoire humaine comme également un patrimoine commun qui s'est transmis également par l'éducation, l'enseignement dans la vie sociale. Donc la vie morale ne peut être effectivement pratiquée que grâce aux vertus. Et l'individu laissé à lui seul ne pourrait les acquérir parce qu'elles ne peuvent être formées que par l'éducation. Ce n'est pas inné. La pratique effective de la vie morale constitue donc un patrimoine commun de mœurs, c'est-à-dire de comportements humains, se formant, se développant, se conservant et se transmettant dans un milieu social par l'éducation. C'est-à-dire, là encore, un bien commun que les hommes acquièrent et développent ensemble, solidairement, les uns des autres, dans et par la vie sociale. Ce sont donc tous les biens qui constituent la perfection de la vie humaine, qui sont accessibles à l'individu laissé à lui seul, mais sont des biens communs que les hommes ne peuvent obtenir et posséder qu'ensemble, solidairement les uns des autres, dans et par la vie sociale. Donc il en résulte que la vie sociale est nécessairement un bien humain. Et c'est pourquoi la nature humaine comporte et exige la vie sociale, qui est indispensable pour son complet développement. Et c'est par là que la vie sociale est naturelle à l'homme et que l'homme est naturellement social. Alors, on fera une objection. Robinson, seul sur une île déserte, se débrouillait fort bien et conservait une vie intellectuelle et une vie morale. Voilà l'objection. À quoi il faut répondre qu'il s'y est trouvé accidentellement après de nombreuses années passées dans une société civilisée qui lui avait déjà transmis les connaissances, les techniques, la formation morale qu'il a pu conserver et dont il a pu user ensuite. Donc l'exemple ne vaut pas. Alors, plus sérieux est le problème des solitaires qui se mettent volontairement en dehors de la vie sociale et par là des conditions normales de la vie humaine. Mais ceux qui ne quittent la vie sociale que pour se dérober aux obligations et aux disciplines qu'elles consistent
poursuivre leurs intérêts et leurs passions comme des animaux, sont par là au-dessus d'une vie humaine normale et sont à un niveau plus animal qu'humain et n'auront jamais le développement humain normal que la nature humaine comporte. Alors, il y aura une autre objection contre les moines, ceux qui ont choisi la solitude pour s'y consacrer entièrement à la prière et à la contemplation de Dieu. Encore que les moines mènent une vie sociale. Un monastère, c'est une vie sociale. Là, ce serait plutôt ce qu'on appelait les anachorètes. Donc, ils ont choisi la solitude pour s'y consacrer entièrement à la prière, à la contemplation de Dieu. Et ils mènent une vie qui est plus parfois angélique, ou même divine, qu'humaine. Et ils s'élèvent par là au-dessus des conditions normales de la vie humaine. Encore cela suppose-t-il, sauf un cas exceptionnel et miraculeux comme Saint Jean-Baptiste, encore cela suppose-t-il que la vie sociale les a d'abord conduits, dans un premier temps, au plus haut niveau du développement humain, et c'est pourquoi ils ne la quitteront que matériellement, en lui demeurant liés spirituellement. Mais il faut reconnaître que c'est la gloire et l'honneur d'une société que justement d'avoir formé de tels contemplatifs. Ce qui est bien évident quand il s'agit d'une société chrétienne, mais ce qu'un païen comme Aristote a déjà été capable de discerner quand il parle des solitaires. Donc l'individualisme, ne reconnaissant jamais de bien commun, l'individualisme n'admettant que des finalités individuelles, est incapable de voir la finalité naturelle, donc incapable de voir l'ordre naturel des choses qui rend la vie sociale naturelle à l'homme pour les raisons que nous avons expliquées. Et une telle erreur, eh bien, aura sa source dans une philosophie soit nominaliste, soit idéaliste, qui, ne reconnaissant pas de nature objective des choses, ne peut pas non plus reconnaître les finalités naturelles incluses dans l'ordre naturel des choses. Mais si la société n'est pas naturelle à l'homme, elle est alors quelque chose d'artificiel, construit par la raison et la volonté humaine, et elle ne peut être qu'un contrat arbitrairement conclu entre les hommes, sans que rien ne les y oblige. Et c'est la fameuse théorie du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Non seulement sa théorie est fausse, parce qu'il y a une nécessité de la vie sociale, une nécessité naturelle de la vie sociale, mais sa théorie est démentie par l'histoire, par la géographie, qui ne nous montre jamais, ni nulle part, des hommes vivant d'abord en individus isolés, puis se réunissant pour fonder une société par un contrat entre eux, mais partout et toujours les hommes, naturellement et spontanément engagés dans la vie sociale, sans qu'il y ait jamais eu un contrat à l'origine de celle-ci. Ce contrat serait d'ailleurs impossible parce que ces individus isolés, se rencontrant, n'auraient jamais de langue commune pour convenir d'un tel contrat, et leur réaction instinctive ne pourrait être que de peur pour se fuir ou d'agressivité pour se battre. Donc c'est une pure utopie. Il est intéressant d'expliquer comment cette théorie du contrat social se rattache à l'ensemble des conceptions de Jean-Jacques Rousseau. Il avait bien vu que la vie civilisée n'est possible que dans et par la vie sociale. Aussi n'a-t-il pu nier la nécessité naturelle de la vie sociale pour le bien humain. Et il n'a pu nier
cette nécessité naturelle de la vie sociale pour le bien humain qu'en niant que la vie civilisée soit la perfection de la vie humaine, et en prétendant au contraire que la civilisation corrompt l'homme qui serait parfait à l'état primitif ou sauvage. Alors cette théorie du bon sauvage est, tout comme le contrat social, une invention de l'imagination de Jean-Jacques Rousseau, qui n'avait d'abord aucune expérience des sauvages, et comme le contrat social, elle est entièrement démentie par les données de l'histoire et de la géographie. Alors, certes, Jean-Jacques Rousseau tirait des arguments faciles de la conception du monde civilisé qu'il fréquentait. Mais il ne voyait pas qu'il était corrompu malgré son caractère civilisé et non pas à cause de lui. Il résulte du péché originel que l'homme peut faire un mauvais usage des meilleures choses et employer pour le mal ce qui, par nature, est destiné au bien. Voilà, depuis le péché originel, c'est ainsi, et ce serait une erreur grave de renoncer au progrès naturel de l'humanité et à tout ce que ce progrès comporte, sous prétexte que trop souvent les hommes l'utilisent mal. Ce n'est pas parce que les hommes utilisent mal tout ce qui peut contribuer au progrès naturel de l'humanité qu'il faut condamner toute civilisation. L'Église a d'ailleurs toujours béni et encouragé tous les progrès humains, tout en mettant en garde contre les dangers de mauvaise utilisation qu'on pourrait craindre, et elle a toujours rejeté les attitudes pessimistes contraires au progrès humain. D'ailleurs, si l'homme était à l'état primitif parfaitement bon, sans porter en lui la déviation du péché, comme l'imagine Rousseau, on ne voit pas comment la déviation et la corruption auraient pu s'introduire en lui au cours de son progrès. Les déviations du progrès viennent de la déviation qui est au fond de l'homme depuis le péché originel. Jean-Jacques Rousseau avait bien vu aussi que la vie civilisée et la vie sociale sont toutes deux l'œuvre de la raison humaine. Mais le fond de sa philosophie est précisément de méconnaître que c'est la raison qui, distinguant l'espèce humaine des autres espèces animales, fait la perfection de la nature. Et le fond de sa philosophie est précisément de chercher cette perfection dans la primitivité des instincts, des sentiments, des passions qui sont communs à l'homme et aux animaux. Et c'est là son erreur. Comme le temps de Voltaire avait été la révolte de la nature humaine, caractérisée par la raison contre l'ordre surnaturel de la foi et de la grâce, eh bien, le temps de Jean-Jacques Rousseau fut la révolte de l'animalité, de la partie sensible de l'homme contre les disciplines de la raison. Mais il est normal que la révolte de l'esprit contre Dieu entraîne la révolte de la chair contre l'esprit. Et cette attitude, c'est celle qui a engendré le romantisme, qui, au lieu de s'intéresser, comme l'école classique, aux caractères universels de la nature humaine, a tendu à exprimer le moi, l'individualité de l'auteur, à travers le débordement de ses sentiments, de ses passions. Ça, c'est cette attitude qui a engendré le romantisme. Alors, la philosophie de Jean-Jacques Rousseau, elle conduit au rejet du mariage, au nom des droits sacrés de la passion toujours bonne et sainte, pour Rousseau, et surtout,
cette philosophie conduit au rejet de l'éducation, qui corrompt l'enfant, dont on devrait laisser se développer librement les bons instincts, les bons sentiments, les bonnes passions. On voit ce que ça donne. Mais Jean-Jacques Rousseau n'avait pas plus d'expérience des enfants que des sauvages, puisqu'il avait abandonné lui-même ses propres enfants. Et s'il avait eu au moins la moindre expérience des enfants, il aurait su que ce sont tous les vices qui se développent librement en eux, si l'éducation n'est pas constamment là pour corriger et redresser. Alors il est scandaleux, il est proprement scandaleux de prendre Rousseau pour maître en matière de pédagogie. Il n'a vraiment pas d'exemple à nous donner, un homme dont le seul titre est l'abandon de ses propres enfants. Voilà l'ensemble des graves erreurs sur lesquelles repose la théorie du contrat social. Et cette néfaste théorie a pour conséquence la disparition de toute science sociale, parce que si la société n'est pas une réalité naturelle, mais un contrat artificiel, il n'y a pas besoin de loi naturelle de la vie sociale, donc il n'y a pas de science sociale pour les étudier et pour les observer. Mais cela est également faux, parce que c'est un fait qu'il existe une science sociale qui découle des lois naturelles de la vie sociale. Jean-Jacques Rousseau ne reconnaît qu'un art politique, qui est la technique de construire le contrat social. Une autre conséquence, c'est que s'il n'y a pas de loi naturelle de la vie sociale, auquel il faut se soumettre pour la bien réaliser, eh bien la société ne dépendra plus que du libre gré et du libre choix arbitraire des individus, et par conséquent ne pourra plus être que le produit de la volonté du plus grand nombre. Et elle va conduire à la souveraineté absolue et sans limite du nombre ou de la majorité, la démocratie et le collectivisme. Donc on vérifie par là combien l'individualisme conduit au collectivisme, parce qu'il y aura à partir de là un véritable embrigadement, parce qu'a décrété la majorité, qui peut aller jusqu'à brimer les droits des minorités, les réduire en esclavage et les exterminer même, la volonté du plus grand nombre ne reconnaissant plus aucune loi naturelle au-dessus d'elle. Et c'est ainsi qu'on a pu voir des sociétés inspirées par Jean-Jacques Rousseau s'orienter vers le totalitarisme. Nous verrons la prochaine fois la nature morale des lois et des sciences sociales. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.